Mon cœur battait plus vite, et j'ai commencé à marcher la caméra toujours allumée. C'est alors que de l'obscurité totale devant moi, une silhouette est apparue. Je rentrais chez moi ce soir-là, à pied, comme je le faisais souvent après un dîner chez mes parents. Ils habitent à quelques rues de mon appartement, et la promenade nocturne à travers le quartier tranquille me faisait du bien. Il était tard, mais la lune éclairait doucement les rues, et le ciel était dégagé, constellé d'étoiles. J'avais un sentiment de sérénité, un de ces moments où l'on se sent en paix avec soi-même. Mais tout a changé à mi-chemin. Au début, ce n'était rien de notable. Je marchais sur le trottoir, les mains dans les poches, jetant parfois un coup d'œil au ciel. J'ai remarqué une étoile qui semblait briller plus fort que les autres. Elle scintillait d'une lumière légèrement différente, plus vive, presque dorée. En continuant à avancer, j'ai eu l'impression qu'elle bougeait. Pas comme une étoile filante, mais plutôt comme un feu follet, traçant des arcs gracieux dans le ciel. Une illusion d'optique, me suis-je dit. Mais alors que je m'arrêtais pour mieux observer, une deuxième lumière est apparue. Puis une troisième. Toutes semblaient se déplacer lentement, se détachant du firmament comme si elles s'approchaient. Je n'avais jamais rien vu de tel. Je fixais ces points lumineux, bouche bée, une étrange sensation de vertige montant en moi. Je ne sais pas combien de temps j'ai passé là, immobile, à les regarder. Peut-être 1 minute, peut-être 10. Les étoiles ou ce que je pensais être des étoiles descendaient de plus en plus bas. Elles semblaient s'organiser, tournoyant les unes autour des autres, formant des motifs hypnotiques. Et ce n'était pas seulement une question de lumière, je sentais presque une pression dans l'air, une sorte de bourdonnement silencieux qui vibrait jusque dans ma poitrine. Quand elles sont descendues à hauteur des toits des maisons, j'ai compris que ce n'étaient pas des étoiles. Ces choses étaient plus proches, plus réelles. Des orbes lumineuses, de la taille d'un ballon de basket, flottant avec une fluidité presque organique. Elles brillaient d'une lumière douce mais intense, oscillant entre le blanc pur et des nuances dorées. Leur mouvement était hypnotique, comme si elles dansaient. J'ai voulu reculer, mais mes jambes semblaient figées. Une peur viscérale s'était emparée de moi. Ces orbes ou quoi qu'elles soient n'avaient rien de naturel. Et pourtant, je ne pouvais pas détacher mon regard. Elles étaient vivantes. J'en étais certain. Elles se sont rapprochées encore. À ce moment-là, j'ai réalisé qu'elles n'émettaient aucun son, malgré leur étrange vibration. L'une d'elles s'est avancée davantage, flottant à moins d'1 mètre de moi. J'aurais pu tendre la main et la toucher. Elle pulsait doucement, presque comme un cœur. Mais avant que je ne puisse bouger, elle a plongé droit vers le sol. Je m'attendais à un choc, une explosion, quelque chose. Mais au lieu de ça, elle a traversé la terre comme si elle n'existait pas. Elle n'a pas creusé, n'a pas laissé de marque. Juste, disparu. Une à une, les autres orbes ont fait de même. Elles se sont élancées vers le sol, disparaissant sans un bruit, sans une trace. Je suis resté là, paralysé. Le silence autour de moi était assourdissant, comme si le monde avait retenu son souffle. Une odeur étrange flottait dans l'air, quelque chose de métallique, mais subtil, qui s'estompa rapidement. Je n'arrivais pas à bouger, mon esprit refusant de comprendre ce qui venait de se passer. Quand j'ai enfin retrouvé mes esprits, j'ai couru. Je ne me suis pas arrêté avant d'être chez moi, les portes verrouillées, les volets fermés. Ce n'est qu'alors que j'ai réalisé que mon corps tremblait de la tête aux pieds. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, mes pensées hantées par ces lumières, ces mouvements impossibles, et cette sensation étrange qu'elle n'était pas seulement passée, mais qu'elle m'avait remarqué. C'était il y a 3 ans, lorsque mon fils, Liam, était encore un bébé. Nous venions d'emménager dans une maison un peu isolée, en bordure de ville. C'était une maison charmante, avec un jardin où Liam pourrait jouer en grandissant. Tout semblait parfait, et les premières semaines se sont déroulées sans incident. Comme tous les jeunes parents, nous utilisions un babyphone pour surveiller Liam pendant la nuit. L'appareil avait une portée excellente, et le récepteur diffusait même les bruits les plus faibles, ses respirations, ses petits gémissements lorsqu'il bougeait. Mais un soir,
quelque chose de profondément perturbant s'est produit. C'était une nuit calme. Mon mari dormait profondément à mes côtés, mais moi, je peinais à trouver le sommeil. Je fixais le plafond, bercé par les sons doux du babyphone posé sur la table de chevet. Puis, sans prévenir, j'ai entendu une voix. Une voix qui n'était ni celle de mon fils ni celle de mon mari. C'était un murmure faible, presque inaudible. « Chut, il dort », disait-elle. Je me suis raidi. Mon premier réflexe a été de penser que le babyphone avait capté une autre fréquence, peut-être celle d'un voisin. Mais nous vivions assez loin des autres maisons, et il était improbable que quelqu'un utilise un appareil similaire. Je me suis levé pour vérifier. En entrant dans la chambre de Liam, il dormait paisiblement, ses joues roses éclairées par la veilleuse. Il n'y avait personne. En retournant au lit, j'ai éteint le babyphone, me disant que c'était probablement une interférence quelconque. Mais le lendemain soir, ça a recommencé. Cette fois, la voix était plus distincte. « Liam », chuchotait-elle, comme si quelqu'un l'appelait doucement. Mon cœur s'est mis à battre à tout rompre. Je me suis précipité dans sa chambre, mais encore une fois, tout était normal. Aucun signe de mouvement, aucune trace de présence. J'ai parlé de ces incidents à mon mari. Il m'a rassuré, expliquant que ces appareils pouvaient effectivement capter des fréquences aléatoires. Mais une partie de moi n'était pas convaincue. La voix semblait si proche, si intime, comme si elle venait directement de la chambre de Liam. Quelques nuits plus tard, alors que je dormais profondément, un cri strident m'a réveillé. C'était le babyphone. En le prenant dans ma main tremblante, j'ai entendu des grattements, puis la voix, plus forte cette fois. Elle semblait chuchoter rapidement des mots incompréhensibles, mais le ton était insistant, presque agressif. J'ai bondi hors du lit et couru jusqu'à la chambre de Liam. Il était réveillé, les yeux grands ouverts, fixant un coin sombre de la pièce. Je me suis senti glacé. Il pointait du doigt, mais il n'y avait rien. Ou plutôt, rien que je ne pouvais voir. Je l'ai pris dans mes bras, et à ce moment précis, le babyphone, resté dans notre chambre, a émis un rire rauque, guttural. Ce n'était pas une interférence. Ce n'était pas une erreur technique. C'était quelque chose d'autre. Le lendemain, j'ai contacté le fabricant pour signaler un problème avec l'appareil. Ils ont dit qu'il n'y avait aucune raison pour qu'il capte des voix ou des bruits extérieurs. J'ai jeté le babyphone le jour même. Les choses se sont calmées après ça, mais parfois, la nuit, Liam fixait encore ce coin sombre de sa chambre, comme s'il voyait quelque chose que je ne pouvais pas percevoir. Il ne pleurait pas, mais il semblait fasciné, presque hypnotisé. Je ne croyais pas aux histoires de fantômes, ni à tout ce qui touche au surnaturel. Pour moi, ce genre de choses appartenait aux films ou aux récits exagérés qu'on raconte autour d'un feu de camp. Mais ce qui m'est arrivé a bouleversé tout ce que je pensais savoir. Ça a commencé de manière très subtile. Une soirée normale, comme tant d'autres. J'étais dans mon salon, affalé sur le canapé, un bol de chips à la main, et un film à l'écran. La lumière du plafonnier était allumée, projetant mon ombre sur le mur face à moi. Jusqu'ici, rien d'étrange. Mais alors que je tendais la main pour attraper la télécommande, un mouvement a attiré mon attention. Une autre ombre. Juste à côté de la mienne. Immobile. J'ai cligné des yeux, incrédule. Cette ombre n'aurait pas dû être là. Elle était plus grande que la mienne, plus fine, mais parfaitement nette. Je me suis levé brusquement, espérant qu'un changement de position dissiperait l'illusion. Mais l'ombre restait là, figée. Je me suis senti comme un idiot. Peut-être un jeu de lumière, ai-je murmuré pour me rassurer. J'ai éteint la lampe, et tout a disparu. Mais dès que je l'ai rallumée, elle était de retour. Cette fois, elle semblait plus proche, comme si elle s'était légèrement déplacée. Mon cœur battait à tout rompre. J'ai coupé la lumière et me suis enfui dans ma chambre. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Les jours suivants, j'ai tenté de rationaliser. C'est sûrement un reflet bizarre, me répétais-je. Mais l'ombre continuait de réapparaître.
Parfois, elle était sur le mur du salon, parfois sur le sol de la cuisine. Une fois, je l'ai même vue dans mon couloir, longeant les murs comme si elle cherchait quelque chose. Puis, les choses ont empiré. Une nuit, alors que je me réveillais pour aller boire de l'eau, j'ai aperçu l'ombre dans le couloir. Mais cette fois, elle bougeait. Lentement. Très lentement. Elle se balançait de gauche à droite, presque imperceptiblement, comme si elle respirait. J'ai figé sur place, incapable de détourner les yeux. Ce n'était plus un simple jeu de lumière, j'en étais sûr. Je me suis précipité dans ma chambre, j'ai verrouillé la porte et j'ai laissé toutes les lumières allumées jusqu'au matin. Le lendemain, je ne savais pas quoi faire. À qui aurais-je pu parler de ça sans passer pour un fou? J'ai décidé de demander conseil à un collègue, un type terre à accent grave terre qui m'a conseillé de me reposer. C'est sûrement le stress, a-t-il dit. Tu te fais des idées. J'ai essayé de l'écouter, mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas une hallucination. Quelques jours plus tard, j'ai fait une découverte qui m'a glacé le sang. En nettoyant le miroir de ma chambre, j'ai remarqué que l'ombre apparaissait dans mon reflet. Elle se tenait derrière moi, immobile. Son contour était plus précis cette fois, une silhouette humanoïde avec des épaules voûtées et une tête légèrement penchée. Je me suis retourné d'un coup, mais il n'y avait rien. Dans le miroir, pourtant, elle était toujours là. Une nuit, le bruit a commencé. Un grattement léger, comme si quelqu'un passait ses ongles sur le mur. Ça venait de la pièce à côté, mais chaque fois que j'allais vérifier, il n'y avait rien. Une fois, j'ai cru entendre un murmure, mais il était si faible que je ne pouvais pas le comprendre. Ce grattement revenait toutes les nuits, toujours accompagné de cette ombre. Je suis allé voir un voisin pour lui parler de mes problèmes, espérant qu'il pourrait m'aider. Il m'a écouté, puis a posé une question qui m'a donné des frissons. Tu sais que cet appartement est resté vide pendant longtemps, non? Avant toi, la dernière personne à y vivre est partie du jour au lendemain. Elle disait que quelqu'un l'observait. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. J'ai éteint toutes les lumières et je me suis assis dans le salon, décidé à affronter cette chose. L'ombre est apparue au bout de quelques minutes. Elle n'était plus seulement sur le mur. Elle semblait sortir de celui-ci, comme si elle cherchait à se matérialiser. Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Je ne suis pas resté pour voir ce qui se passerait. J'ai quitté l'appartement cette nuit-là, prenant seulement mon téléphone et mes clés. Quelques jours plus tard, j'ai résilié mon bail. Aujourd'hui, je vis ailleurs. Mais parfois, quand une lumière éclaire un mur, je crois encore voir une forme sombre, tapie dans l'ombre. Comme si elle m'avait suivi. Comme si elle m'attendait. Quand j'avais environ 16 ans, je vivais avec mon père et mes frères dans une vieille maison délabrée, au milieu de nulle part. C'était une location privée, et mon frère faisait souvent des travaux pour le propriétaire en guise de paiement. Ce dernier n'avait jamais semblé particulièrement étrange, mais cela s'expliquait peut-être par le fait que je ne sortais presque jamais lorsqu'il venait discuter avec mon père. De toute façon, il n'aurait jamais osé quoi que ce soit en présence de mon père. Un jour, j'étais seul à la maison. Mon père et mes frères étaient sortis quelque part, je ne sais plus où. Mon chien était dehors, dans une cour clôturée. C'était tout. Je me trouvais dans ma chambre, probablement en train de jouer à The Sims 2. Notre maison était si isolée que la fenêtre de ma chambre donnait directement sur une longue allée. Si quelqu'un venait, je pouvais facilement le voir ou l'entendre arriver. Ce jour-là, j'ai vu une voiture, et ce n'était pas celle de mon père. Mon cœur a immédiatement commencé à battre la chamade. Je me suis précipité pour fermer tous les volets, éteindre les lumières et vérifier que les portes étaient bien verrouillées. C'était notre propriétaire. Il habitait à environ 2 miles de là, et c'était la maison la plus proche. Ce n'était pas la première fois qu'il débarquait à l'improviste. 2 fois auparavant, il était venu lorsque j'étais seul. Ces fois-là, il était resté 10 minutes tout au plus, marchant autour de la maison avant de repartir rapidement. Mais cette fois-ci, c'était différent. Paniqué, j'ai attrapé un grand couteau de cuisine et je me suis caché sous la table de la cuisine. J'ai entendu sa voiture s'arrêter,
le bruit de la porte du portail qui s'ouvrait, puis mon chien se mettre à aboyer comme un fou. Il a crié « Ferme-la, sale cabot !» Ensuite, j'ai entendu ses pas se rapprocher de la porte d'entrée. Il a essayé de l'ouvrir. J'étais terrifié. J'ai immédiatement envoyé un texto à mon père, qui m'a répondu qu'il rentrait directement, mais il était à 1 heure de route. Pendant ce temps, le propriétaire continuait de faire le tour de la maison, essayant de regarder par les fenêtres. Il a essayé d'ouvrir les 3 portes d'entrée de la maison. J'ai d'abord pensé qu'il ignorait ma présence, que c'était un malentendu. Peut-être qu'il était juste venu vérifier quelque chose. Mais non. Il a commencé à parler, à appeler mon prénom. Il savait que j'étais seul. Je n'arrivais pas à entendre tout ce qu'il disait à cause des murs épais, mais je me suis mis à ramper dans la maison, essayant de le suivre pour comprendre ses paroles. Puis il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Je vais brûler cette maison, mais je te laisserai sortir avant. » Je n'ai pas pris cette menace au sérieux, ce qui est encore plus effrayant avec le recul. Il voulait me faire peur, me forcer à sortir. C'est ce qui me hante le plus, il voulait que je croie à son mensonge. Si je l'avais fait, ma vie aurait pu être très différente. Il est resté là pendant au moins une demi-heure, peut-être 1 heure. Persévérant, il semblait attendre une réaction. Puis il est parti avant que mon père n'arrive. Quand mon père est rentré, je lui ai tout raconté. Nous avons déménagé peu de temps après. Encore aujourd'hui, je ne sais pas comment il a su que j'étais seul. Il n'a pas croisé mon père sur la route, mais il avait remarqué l'absence de voiture dans l'allée. C'était une soirée froide de novembre, et je me trouvais seul dans le studio de danse. J'enseignais à un petit groupe de danseurs amateurs, et ce soir-là, j'avais décidé de rester un peu plus tard pour préparer une chorégraphie pour le spectacle de fin d'année. La salle était vaste, avec un mur entier couvert de miroirs et des fenêtres donnant sur la rue sombre et déserte. L'atmosphère était paisible, presque apaisante, du moins au début. Après 1 heure de répétition, je me suis assis un instant pour boire de l'eau et souffler un peu. Le silence était total, à peine troublé par le bruit lointain d'une voiture ou deux. En regardant mon reflet dans le miroir, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Mon reflet semblait, en décalage. C'était subtil, mais j'ai eu l'impression que mes mouvements n'étaient pas tout à fait synchronisés avec ceux dans le miroir. Je me suis levé, intrigué. J'ai bougé mes bras lentement, un geste simple, pour vérifier si c'était mon imagination. Mon reflet a fait le même mouvement, mais il y avait une fraction de seconde de retard. Je me suis figé. Fatigue, me suis-je dit. Ce n'est rien. Alors, pour me rassurer, j'ai continué à danser, me concentrant sur ma gestuelle, mes lignes, tout ce qui pourrait m'aider à oublier cette sensation dérangeante. Mais plus je dansais, plus le miroir me troublait. À un moment donné, en tournant, j'ai remarqué que mon reflet ne regardait pas là où il aurait dû. Ce n'était pas flagrant, mais assez pour me donner des frissons. Je me suis arrêté, mon cœur battant plus vite que je ne l'aurais voulu. Et c'est là que ça s'est vraiment produit. En m'approchant du miroir, je me suis penché pour regarder de plus près. Je voulais comprendre si c'était une illusion d'optique, peut-être un effet dû à l'éclairage tamisé. Mais alors que je scrutais mon propre visage, j'ai vu une ombre passer derrière mon reflet. Pas derrière moi. Derrière mon reflet. Je me suis retourné d'un coup. Rien. La salle était vide, comme je le savais déjà. Mais mon reflet, lui, semblait différent. Il me regardait, pas avec mes yeux, mais avec une intensité qui n'était pas la mienne. Une sorte de sourire se forma sur son visage. Pas un sourire chaleureux, mais quelque chose de froid, presque moqueur. Je me suis éloigné, la respiration haletante, refusant de détourner le regard. Puis, d'un coup, toutes les lumières de la salle se sont éteintes, me plongeant dans une obscurité totale. Je ne voyais plus rien, mais je savais que ce miroir était encore là, face à moi, avec quelque chose d'autre derrière sa surface. J'ai tâtonné pour trouver mon sac et mon téléphone. Mon esprit criait de quitter cet endroit, de ne pas chercher à comprendre. Quand j'ai rallumé la lumière avec mon téléphone,
le miroir semblait redevenu normal. Mon reflet me regardait à nouveau avec mon expression familière, légèrement paniquée. Je n'ai pas attendu une seconde de plus. J'ai attrapé mes affaires et je suis sorti en courant, oubliant même de verrouiller la salle. Depuis ce soir-là, je refuse de rester seul dans ce studio. Nous vivons dans une maison récente, que nous avons fait construire. Nous y avons emménagé en 2018. Depuis le début, j'entends des bruits étranges, comme des pas ou des grattements. Il m'arrive de voir ce qui ressemble à des ombres furtives. Parfois, cela va jusqu'à une tape ferme sur mon épaule. Cela se produit régulièrement depuis notre installation. Comme je travaille de chez moi, je passe beaucoup de temps seul à la maison. Pendant les heures d'école, ma femme et ma fille sont absentes. Nos 2 chiens, qui dorment presque toute la journée dans leur panier derrière moi, devraient normalement m'avertir de toute activité inhabituelle dans les pièces voisines. Pourtant, ces phénomènes continuent. Récemment, ma fille, qui a 9 ans, m'a confié qu'elle ne se sentait plus en sécurité seule dans sa chambre, située au sous-sol. Nous avons essayé de la rassurer, lui expliquant qu'il n'y avait rien à craindre et que les chiens étaient là pour veiller sur elle. Mais elle nous a répondu que les chiens eux-mêmes semblaient terrifiés. Cette remarque nous a laissés perplexes. Il y a environ 2 semaines, nous avons décidé de monter ses affaires à l'étage pour qu'elle puisse dormir dans une chambre au rez-de-chaussée. Depuis, elle affirme se sentir apaisée et parvient enfin à bien dormir. Mais voici le problème, désormais, c'est moi qui ressens une angoisse constante lorsque je travaille au sous-sol. Cela dépasse la logique. J'ai l'impression oppressante d'être observé toute la journée. Parfois, je ressens des courants d'air glacé, même lorsque le ventilateur et la climatisation sont éteints. Un événement particulier m'a glacé le sang. L'autre jour, Luna, l'une de nos chiennes, s'est arrêtée net en venant vers mon bureau. Elle s'est aplatie au sol et a littéralement rampé jusqu'à moi, comme si elle était terrifiée. Son regard exprimait une peur intense, comme si quelqu'un lui criait dessus ou s'apprêtait à la frapper. Nous ne levons jamais la main sur nos chiens, mais son comportement ressemblait à celui d'un animal qui s'attendait à être puni. Lorsqu'elle est arrivée près de moi, elle tremblait de tous ses membres. Troublé, j'ai appelé notre autre chien, Daisy. Elle est venue dans le couloir, mais au moment de passer à l'endroit où Luna avait hésité, elle s'est mise à grogner. Elle a rapidement contourné le coin, s'est retournée pour faire face au couloir et s'est figée, immobile comme une statue. Peu importe combien de fois je l'appelais, elle ne bougeait pas. J'ai même filmé 1 minute entière de cette scène, tant elle était troublante. Il est évident que nos chiens ont perçu quelque chose que je ne pouvais pas voir. Cela alimente mes craintes et me fait réfléchir, est-ce lié au malaise de ma fille ces derniers temps? En parallèle, j'ai remarqué d'autres phénomènes étranges. Des lumières qui s'allument alors qu'elles devraient être éteintes, ou des interrupteurs activés alors que personne ne les utilise. Sachant que je suis seul à la maison, cela n'a aucun sens. Ce qui est encore plus troublant, c'est que certains de nos voisins ont également rapporté des expériences similaires. Ils se plaignent d'objets déplacés, de téléviseurs qui s'allument en leur absence, ou de leurs animaux qui semblent obsédés par des coins de pièces apparemment vides. Certains animaux se retrouvent même enfermés dans des pièces alors que cela ne devrait pas être possible. Tout cela commence à dessiner un tableau inquiétant, et je ne sais plus quoi penser. C'était une soirée ordinaire. Le magasin était calme, et comme souvent, je fermais seul. Mon collègue était parti plus tôt, me laissant le soin de ranger les derniers instruments et de verrouiller les lieux. C'était un travail que je connaissais bien, vérifier que les guitares étaient bien suspendues, que les amplis étaient éteints, et que tout était à sa place. Rien de compliqué, juste une routine. Je venais de finir de ranger les partitions près du comptoir quand j'ai entendu la clochette de la porte. Mon cœur a fait un bond. Le magasin était censé être fermé. J'ai levé les yeux et j'ai vu 3 hommes entrer. Ils portaient des masques terrifiants, comme ceux du film La Purge. Immédiatement, une vague de panique m'a envahi. Ils ne parlaient pas, mais leurs gestes étaient coordonnés, comme s'ils savaient exactement quoi faire. L'un d'eux s'est dirigé droit vers moi. J'ai essayé de parler, de leur demander ce qu'ils voulaient, mais aucun mot n'est sorti.
Ils ne m'ont pas frappé, mais ils m'ont attrapé et traîné jusqu'au fond du magasin, où ils m'ont attaché à une chaise avec du ruban adhésif. Je me débattais, mais c'était inutile. Une fois solidement ligotés, ils se sont dispersés et ont commencé à vider le magasin. C'était presque irréel. Je les regardais prendre les guitares, les claviers, même les accessoires comme les câbles et les pédales d'effet. Ils travaillaient vite, silencieusement, comme s'ils avaient répété leur plan des dizaines de fois. Je pouvais entendre le son des cordes vibrer légèrement à chaque fois qu'ils décrochaient une guitare, un bruit qui aurait été insignifiant en d'autres circonstances, mais qui résonnait étrangement dans ce silence oppressant. Le pire, c'était leur calme. Pas un mot entre eux, pas de précipitation. Ils savaient exactement où se trouvait chaque chose, comme s'ils avaient étudié la disposition du magasin. À un moment, l'un d'eux s'est arrêté devant moi, m'a regardé à travers son masque, puis a continué comme si je n'existais pas. Cette absence totale d'interaction était terrifiante. J'avais l'impression de n'être qu'un meuble dans leur chemin. Ils ont tout pris. Les guitares haut de gamme, les amplis les plus coûteux, les instruments rares exposés dans la vitrine. Quand ils ont fini, le magasin était presque vide. L'un d'eux s'est assuré que les liens qui m'attachaient étaient bien serrés, puis ils sont sortis, verrouillant la porte derrière eux comme si de rien n'était. Ils ne m'avaient pas touché, mais la terreur de cette nuit-là m'a marqué pour toujours. Je suis resté là, seul, dans le noir, incapable de me libérer. Le ruban adhésif était trop solide, et mes mains commençaient à s'engourdir. Les heures passaient, et je pouvais entendre, de temps à autre, des bruits à l'extérieur, des voitures ou des gens qui marchaient dans la rue. J'ai crié plusieurs fois, mais personne ne pouvait m'entendre à travers les murs épais du magasin. C'est seulement le lendemain matin, quand le responsable est arrivé pour ouvrir, qu'on m'a enfin libéré. Il a dû appeler les secours parce que j'étais en état de choc. Même si physiquement je n'avais pas souffert, l'angoisse de cette nuit m'a suivi longtemps. Pendant des semaines, je faisais des cauchemars, revoyant ces masques, ces silhouettes silencieuses. Et même aujourd'hui, des années plus tard, chaque fois que je croise quelqu'un avec un masque similaire, mon cœur se serre et je ressens un frisson désagréable. C'était l'une des nuits les plus traumatisantes de ma vie, et je ne l'oublierai jamais. Pas parce qu'ils m'ont blessé, mais parce qu'ils m'ont volé quelque chose d'encore plus précieux, mon sentiment de sécurité. Quand j'avais 5 ou 6 ans, ma mère et moi avons vécu une expérience qui m'a marqué pour toujours. C'était une nuit ordinaire. Comme à son habitude, ma mère m'avait bordé dans mon lit, m'avait souhaité une bonne nuit, et était restée à mes côtés jusqu'à ce que je m'endorme. Notre maison était une vieille bâtisse à 2 étages, entourée de grands arbres qui, la nuit, projetaient parfois des ombres étranges sur les murs. Mais ce soir-là, il n'y avait rien d'inhabituel, du moins jusqu'à ce que je me réveille. Il devait être aux alentours de minuit. Je ne me souviens pas de ce qui m'a tiré de mon sommeil, mais j'ai ouvert les yeux avec cette sensation étrange qu'on ressent parfois, comme si quelqu'un vous observait. Mon regard s'est immédiatement tourné vers la fenêtre. Et c'est là que je l'ai vue. Une silhouette sombre, immobile, se tenait juste devant la fenêtre. Elle avait la forme d'un homme, mais ses traits étaient indéfinissables dans l'obscurité. Il ne bougeait pas. Mon cœur s'est mis à battre si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Je voulais croire que c'était un arbre ou une ombre, mais quelque chose dans la façon dont cette silhouette semblait fixer la chambre me faisait comprendre que ce n'était pas le cas. En tremblant, j'ai secoué ma mère pour la réveiller. « Maman, regarde » chuchotai-je, la voix tremblante. Elle a ouvert les yeux, groggy, mais dès qu'elle a vu ce que je voyais, son visage a changé. Elle est devenue instantanément sérieuse, presque rigide. Elle m'a pris la main et m'a dit doucement, mais fermement, « Reste ici. Ne bouge pas, d'accord ?» Je n'ai pas répondu, je me suis contenté d'acquiescer, trop terrifié pour parler. Elle s'est levée et a quitté la pièce rapidement. J'entendais ses pas résonner dans le couloir alors qu'elle se précipitait au salon. Cette nuit-là, nous avions des invités, des amis et des membres de la famille étaient encore debout, bavardant et buvant. Elle leur a raconté ce qu'elle avait vu. La panique s'est répandue rapidement parmi eux. Tout le monde a attrapé des lampes torchées et est sorti pour fouiller les environs de la maison.
J'entendais des voix, des appels, des portes qui claquaient, des pas lourds sur la terrasse. Mais ce que je n'ai jamais osé raconter à ma mère, c'est ce qui s'est passé après qu'elle soit partie. Alors que je restais figé dans mon lit, fixant cette silhouette sombre à la fenêtre, un bruit a commencé. D'abord léger, comme un frémissement. Puis, la fenêtre a commencé à trembler, comme si quelqu'un essayait de l'ouvrir. Le bruit était si clair que je pouvais entendre le cliquetis du verrou. Mes yeux étaient rivés sur la silhouette, mais elle ne bougeait pas. Comment était-ce possible? J'avais envie de crier, d'appeler ma mère, mais ma gorge était sèche et aucun son ne sortait. Finalement, le bruit s'est arrêté. La silhouette avait disparu. Quand ma mère est revenue avec les invités, tout semblait normal. Ils ont vérifié chaque recoin de la maison et des alentours, mais ils n'ont rien trouvé. Pas d'empreinte dans la terre sous la fenêtre. Rien qui aurait pu expliquer ce que j'avais vu ou entendu. Ma mère a tenté de me rassurer. Elle m'a dit que c'était sûrement mon imagination, que j'avais dû rêver. Mais je savais que ce n'était pas vrai. Ce n'était pas un rêve. J'avais vu cette silhouette, entendu ce bruit. Et quelque chose en moi savait qu'elle reviendrait. Pendant des années, je refusais de dormir seul dans cette chambre. Même après avoir déménagé dans une autre pièce, je passais mes nuits à surveiller les fenêtres, tendant l'oreille pour entendre le moindre bruit suspect. J'ai grandi, mais ce souvenir est resté vif. Je me demande encore ce qu'était cette chose. Était-ce un intrus? Un esprit? Une projection de mon imagination enfantine? Je n'aurai probablement jamais de réponse, mais une chose est sûre, ce moment a laissé une empreinte indélébile sur ma vie. Une part de moi regarde encore, la nuit, par-dessus mon épaule, espérant ne jamais revoir cette silhouette. J'ai emménagé dans cette maison il y a environ 2 mois. C'était une opportunité inespérée, grande, lumineuse, et surtout abordable pour mon budget. Lorsque la propriétaire m'a expliqué que le précédent locataire avait quitté les lieux de manière précipitée, je n'y ai pas prêté attention. Après tout, chacun a ses raisons. Les premières semaines se sont déroulées sans problème. J'étais encore dans l'euphorie de l'installation, à décorer les pièces et à m'habituer à ce nouvel espace. Puis, un soir, alors que je déballais un carton dans ma chambre, j'ai entendu un bruit étrange venant du salon. C'était comme si quelque chose de lourd était tombé. Je suis allé voir, mais tout était en place. Le bois qui travaille, me suis-je dit. Quelques jours plus tard, en pleine nuit, j'ai été réveillé par un bruit de pas au-dessus de moi. Ce qui m'a frappé, c'est que j'étais au dernier étage. J'ai éteint ma lampe de chevet et tendu l'oreille, figé dans mon lit. Les pas étaient lents, réguliers, comme si quelqu'un arpentait le plafond. Je n'ai pas bougé. Finalement, le bruit a cessé, et je me suis rendormi, bien que l'idée d'un intrus m'ait tenu éveillé pendant des heures. Les choses sont devenues de plus en plus étranges. Un matin, en descendant dans la cuisine, j'ai remarqué que toutes mes chaises avaient été disposées en cercle. Personne n'avait accès à la maison, et j'étais absolument certain de ne pas les avoir laissées comme ça. Une autre fois, j'ai retrouvé une tasse brisée sur le sol alors qu'elle était bien rangée dans un placard la veille. Chaque fois que quelque chose de bizarre se produisait, je cherchais une explication rationnelle. Peut-être que je devenais négligent. Mais le pire est arrivé un soir. Il devait être autour de 2 heures du matin. J'étais allongé sur mon canapé à regarder un film. La lumière tamisée du salon et le son de la télévision faisaient une ambiance rassurante. Puis, soudain, la porte de ma chambre a commencé à se refermer doucement. Elle ne claqua pas, elle se ferma comme si quelqu'un la poussait avec précaution. Je suis resté figé, incapable de bouger. Je me suis levé lentement, prenant un objet à portée de main, une lampe de bureau pour me rassurer. J'ai poussé la porte, mais la pièce était vide. Le frisson qui me parcourut à ce moment-là est indescriptible. Le lendemain, j'ai décidé de fouiller la maison, de fond en comble, pour m'assurer que je n'étais pas fou. Dans le grenier, j'ai découvert quelque chose qui m'a glacé. Dans un coin poussiéreux, sous une pile de vieux journaux, se trouvait une boîte en métal rouillé. À l'intérieur, des photos jaunies. Sur l'une d'elles,
une famille posait devant la maison. Je reconnaissais le Porsche. Mais ce qui était troublant, c'est qu'une des personnes sur la photo, un homme maigre au visage fermé, était flouté, comme si quelqu'un avait griffonné dessus avec rage. Ce même soir, un détail étrange m'a frappé. Dans l'une des photos, la chambre que j'occupais semblait différente. Le papier peint était d'une autre couleur, et il y avait une sorte de gros coffre au pied du lit. Intrigué, j'ai comparé avec ma chambre actuelle. Le mur où se trouvait ce coffre semblait légèrement creusé, comme s'il y avait une alcôve cachée. Pris de panique, j'ai décidé de ne pas creuser davantage. Cette nuit-là, j'ai entendu une voix chuchoter près de mon oreille alors que j'étais sur le point de m'endormir. « Pourquoi es-tu ici ?» Je ne suis pas resté pour en savoir plus. J'ai quitté la maison dès le lendemain. Je ne veux même pas repasser devant. J'aimerais vous dire que tout s'est arrêté après avoir quitté cette maison, mais ce n'est pas le cas. Même en partant, j'avais cette sensation que quelque chose m'accompagnait. Le dernier jour, alors que je vidais les lieux, un détail m'a glacé. La boîte en métal que j'avais trouvée dans le grenier était de nouveau dans ma chambre, posée sur mon lit. Pourtant, je l'avais laissée là-haut. Je n'ai pas eu le courage de l'ouvrir une deuxième fois. J'ai simplement pris mes affaires et claqué la porte, jurant de ne plus jamais revenir. Mais, le plus étrange, c'est ce qui est arrivé quelques semaines plus tard. Alors que je me réinstallais dans mon nouvel appartement, j'ai reçu un colis. Un simple carton brun, sans expéditeur. En l'ouvrant, j'ai découvert une des photos que j'avais trouvées dans la boîte. Celle où la famille posait devant la maison. Cette fois, l'homme flouté n'était plus flou. Son visage était parfaitement visible, et c'était celui que j'avais cru voir, cette nuit-là, dans l'ombre de ma chambre. Je ne sais pas qui cet homme était, ni ce qui est arrivé à cette famille. Mais depuis ce jour, je ne peux m'empêcher de ressentir une présence, même ici, dans ce nouvel appartement. Parfois, il m'arrive de retrouver des objets déplacés, comme dans la maison précédente. Et chaque fois, un frisson parcourt ma nuque. Je ne sais pas si je suis maudit, ou si j'ai ramené quelque chose avec moi. Vous pouvez penser que j'exagère ou que j'invente, mais je vous assure que tout ce que je raconte est vrai. Et si vous cherchez à m'en dissuader, je n'ai qu'une chose à vous dire, j'aimerais que ce soit le cas. Vraiment. Travaillant comme ambulancier, notre poste est quasiment devenu ma seconde maison. On y passe des heures, souvent dans des situations stressantes, mais ce qui s'est passé une nuit dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer. Il était très tard, une de ces nuits où tout semble pesant, et nous venions juste de rentrer d'un appel particulièrement difficile. Fatigués, mon collègue et moi montions à l'étage pour nous préparer à dormir quand un bruit nous fit sursauter. Nous avons clairement entendu la porte principale en bas s'ouvrir et se refermer. Le problème ? Il n'y avait supposément personne d'autre dans le bâtiment. Intrigués et un peu méfiants, nous avons décidé d'aller voir ce qu'il en était. En descendant, nous avons inspecté la zone des véhicules en passant en revue les ambulances, les pièces adjacentes, chaque recoin où quelqu'un aurait pu se cacher. Rien. Absolument personne. Tout semblait en ordre. Rassurés, mais toujours un peu nerveux, nous nous préparions à remonter quand un vacarme soudain nous fit figer sur place. Les lumières, les sirènes et les alarmes de recul des deux ambulances garées dans le bay se sont toutes déclenchées en même temps. Le bruit était assourdissant, une cacophonie qui résonnait dans le garage. Ce qui était encore plus étrange, c'est que l'une des ambulances avait sa batterie complètement déconnectée et que les clés étaient sorties des deux véhicules. Il n'y avait absolument aucune raison pour que cela se produise. Nous avons tout essayé pour arrêter ce chaos. Nous avons vérifié les véhicules, cherché des pannes, tenté de couper toute source d'alimentation possible. Rien ne fonctionnait. Et puis, après 10 longues minutes, tout s'est arrêté aussi brusquement que cela avait commencé. Silence total. Comme si rien ne s'était passé. Le lendemain, nous avons signalé l'incident à notre mécanicien. Il a inspecté les véhicules de fond en comble, cherchant une explication logique. Mais rien. Pas de court-circuit, pas de défaut mécanique, pas de raison apparente. Cela reste, à ce jour, un mystère total. Ce n'est pas la première fois que quelque chose d'étrange se produit à notre station.
Elle a la réputation d'être hantée, et ce genre d'événement alimente régulièrement les discussions entre collègues. Certains ont rapporté entendre des pas dans les couloirs vides, voir des portes s'ouvrir ou se fermer sans raison, et même apercevoir des silhouettes sombres se déplacer furtivement. Mais ce qui s'est passé cette nuit-là reste, pour moi, l'expérience la plus terrifiante. Depuis, chaque fois que je travaille tard la nuit, je garde un œil attentif sur les ambulances et j'écoute les moindres bruits. Je ne sais pas ce qui hante cet endroit, mais une chose est sûre, il y a des moments où ce poste ne semble pas appartenir tout à fait au monde des vivants. J'avais décroché un poste de gardien de nuit dans un musée d'art et d'histoire, un endroit magnifique en journée, mais d'une froideur presque effrayante une fois les lumières éteintes. Ce soir-là, comme d'habitude, j'étais seul. Le musée fermait à 18h, et après un rapide coup d'œil pour m'assurer que tout était en ordre, j'avais verrouillé les portes. Les couloirs plongés dans l'obscurité étaient éclairés uniquement par quelques lumières tamisées destinées à protéger les œuvres. Mon travail consistait surtout à surveiller les caméras et à faire une ronde toutes les heures. La nuit semblait calme. Sur les écrans de surveillance, les salles étaient désertes, comme toujours. Après avoir bu mon café, je me suis levé pour faire mon premier tour. En passant devant la salle des sculptures, un détail a attiré mon attention. Le sol, impeccablement poli, semblait marqué. Je me suis approché, intrigué. Là, sur le sol, de fines empreintes poussiéreuses apparaissaient clairement. Ce n'étaient pas des traces de chaussures, mais des empreintes de pieds nus. Elles semblaient partir d'une des statues, une imposante figure de marbre représentant un homme en mouvement. Mon premier réflexe a été de vérifier les caméras. Mais en revenant au poste, rien d'anormal, la salle était vide. Je suis retourné à l'endroit. Les empreintes étaient toujours là, et elles semblaient se diriger vers une autre salle, celle des portraits. Un frisson m'a parcouru. Une partie de moi voulait ignorer ça, mais mon travail était de m'assurer que tout allait bien. En suivant les traces, je suis arrivé à la salle en question. Là, devant un grand portrait du XVIIIe siècle, les empreintes s'arrêtaient nettes, comme si leur propriétaire s'était volatilisé. Je regardais le tableau de près. Il représentait un homme austère, habillé dans un costume d'époque, avec un regard perçant qui semblait vous suivre où que vous soyez. Je n'avais jamais prêté beaucoup d'attention à cette œuvre auparavant, mais ce soir-là, elle me mettait mal à l'aise. Juste en dessous du cadre, une fine couche de poussière s'était accumulée sauf à un endroit, comme si quelqu'un avait récemment touché le bord. Je me suis retourné d'un coup, persuadé que je n'étais plus seul. Rien. Juste le silence du musée, un silence tellement dense qu'il devenait oppressant. En revenant sur mes pas, les empreintes avaient disparu. Pas effacées, juste disparues. Le sol était de nouveau lisse et immaculé. J'ai voulu vérifier les caméras une fois de plus. Sur les enregistrements, les empreintes n'apparaissaient même pas. Mais ce qui m'a vraiment glacé le sang, c'est ce que j'ai remarqué en regardant les images de la salle des portraits. À un moment donné, dans un angle de la caméra, le cadre du tableau semblait légèrement bouger. Pas un grand mouvement, juste un léger frémissement, comme si quelque chose cherchait à se manifester. Cette nuit-là, je n'ai pas terminé mon tour. Je suis resté au poste, fixant les écrans, trop terrifié pour retourner dans les salles. Depuis, chaque fois que je dois passer près de ce tableau, j'ai cette étrange sensation d'être observé. Et parfois, en m'éloignant, je crois entendre des pas légers, comme ceux d'une personne pieds nus qui me suit doucement. Il y a un moment, j'ai décidé de partir en camping en solo, une expérience que j'appréciais toujours beaucoup. Il y a quelque chose de serein et de revitalisant dans le fait de se retrouver seul en pleine nature. C'était mon moyen de me détendre, loin de tout. J'avais bien planifié mon itinéraire, préparé mon équipement, pris mon fusil pour me protéger, et je suis parti avec mon camion. Je suis arrivé au sentier tôt le matin et j'ai marché environ 15 à 20 miles avant de trouver l'endroit parfait. Je suis sorti du sentier pour chercher une petite clairière où poser ma tente. Finalement, j'en ai trouvé une superbe, assez grande, et je me suis installé à l'extrémité sud, près de la lisière des arbres. Fatigué par la randonnée, j'ai monté ma tente et réussi à allumer un feu.
Je me suis préparé des saucisses et, alors que je profitais de la tranquillité, j'ai commencé à entendre un bruit étrange à travers les sons de la forêt. Ça ressemblait à un animal, probablement un cerf, qui traînait d'une patte blessée. Le bruit était un mélange de pas lourd et de quelque chose qui raclait le sol. Je me suis senti désolé pour l'animal, mais il était loin et la nuit tombait. Impossible d'aller le chercher ou de l'aider. Je n'y ai plus pensé et j'ai continué à manger avant d'éteindre le feu. Je suis ensuite allé me réfugier dans ma tente, me glissant dans mon sac de couchage. Même si j'étais épuisé, je n'arrivais pas à dormir, alors j'ai pris le livre que j'avais emporté et commencé à lire à la lumière de ma lampe. Les heures ont passé, et puis, ce bruit est revenu. Cette fois, c'était plus proche, comme s'il venait du côté opposé de la clairière. Surpris, j'ai posé mon livre et tendu l'oreille. Ce bruit se rapprochait de ma tente. Les bruits étaient devenus si forts que je pouvais imaginer les sabots s'enfoncer lourdement dans le sol, suivis de ce raclement sonore. Le bruit s'est arrêté au milieu de la clairière. Silence total. Pas de respiration. Rien. Intrigué et un peu effrayé, j'ai ouvert ma tente et regardé dans la clairière. Rien, juste l'obscurité et les silhouettes des arbres. Mon cœur battait à tout rompre. Je refermai rapidement la tente, essayant de me convaincre que c'était simplement un bruit étrange comme il y en a tant en forêt. Après tout, j'avais mon fusil. J'ai commencé à me détendre et à somnoler. Puis j'ai entendu des rires. D'abord d'hommes, venant de ma droite. Ensuite des rires de femmes, cette fois à ma gauche. Je me suis redressé, le cœur serré, essayant de comprendre si je rêvais ou si cela arrivait réellement. Les rires continuaient, venant de plusieurs directions différentes. Vieux hommes, vieilles femmes, des enfants, chaque rire semblait provenir d'un endroit différent. C'était réel. La panique s'est installée. Je savais que personne ne devait être là, pas à cette heure, pas si profondément dans la forêt. Les bruits se rapprochaient. J'ai attrapé mon fusil, prêt à tirer en l'air pour les effrayer si besoin. Puis tout est devenu silencieux. Pas un bruit. Pas même le vent. C'était comme si la forêt retenait son souffle. Je n'ai pas attendu davantage. J'ai ouvert la tente et tiré un coup de feu en l'air. Le coup de feu a brisé le silence. Les bruits de la forêt sont revenus, les grillons, le bruissement des feuilles. J'ai pensé que j'avais fait fuir tout intrus potentiel. Rassuré, j'ai fini par m'assoupir. Je me suis réveillé plus tard, trempé de sueur et pris d'une angoisse inexplicable. Tout était encore noir. Puis, j'ai entendu des chuchotements juste à l'extérieur de ma tente. 2 voix. Je ne pouvais pas comprendre ce qu'elles disaient, mais elles parlaient de s'être perdues. Je me suis levé et j'ai crié « Et qui est là ?» Silence. Pas de réponse. Je crie à nouveau « Vous êtes perdu ?» Répondez. C'est alors qu'un énorme jet de flamme jaillit au milieu de la clairière, illuminant plusieurs silhouettes figées dans la lumière. Mon cœur a explosé de peur. Je n'ai pas réfléchi, j'ai tiré un coup de feu qui a transpercé ma tente. L'obscurité est retombée. Pas un son. Je ne suis pas resté une seconde de plus. J'ai bondi hors de la tente, laissant tout derrière moi, et j'ai couru en direction du sentier. J'ai marché, presque en courant, jusqu'au lever du soleil, constamment en train de regarder par-dessus mon épaule. Je n'ai vu personne. Je n'ai entendu personne me suivre. Mais cette sensation d'être épié ne m'a jamais quitté. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais pu camper seul. Mon amour pour cette solitude en pleine nature s'est éteint, tout comme j'ai abandonné tout mon équipement dans ces bois cette nuit-là. Je travaille comme infirmière de nuit depuis plusieurs années, et il faut avouer qu'il y a des moments où l'ambiance peut devenir étrange. Les hôpitaux ont une sorte d'énergie, une accumulation des histoires de vie et de mort. Mais ce qui s'est passé cette nuit-là dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer. C'était une nuit comme les autres, du moins au début. J'étais de garde dans un vieux bâtiment du service de cardiologie, un endroit chargé d'histoire. L'architecture même de l'aile donnait une impression étrange, avec ses longs couloirs étroits et ses lumières blafardes.
On aurait dit que le bâtiment lui-même respirait. Cette nuit-là, j'étais seul sur mon étage. Les patients étaient calmes, et j'avais terminé mon tour de routine. Aux alentours de 2 heures du matin, alors que je m'installais à mon poste pour terminer quelques rapports, un bruit a brisé le silence. Un bip aigu, répétitif, s'est fait entendre. Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait d'un moniteur classique, peut-être un patient dont les électrodes s'étaient débranchées. Mais en vérifiant les numéros des chambres, j'ai vu que le signal venait de la chambre 206. C'était impossible. Cette chambre n'était plus utilisée. Depuis les dernières rénovations, elle servait de débarras. Il n'y avait ni lit, ni équipement fonctionnel. Pourtant, le moniteur affichait un rythme cardiaque, 72 battements par minute, parfaitement stable. J'ai d'abord cru à un dysfonctionnement. Peut-être qu'un vieux câble avait redémarré le système ? Je me suis levé, curieuse mais un peu méfiante. En approchant de la chambre, je sentais une étrange tension. Vous savez, cette sensation que quelque chose ne va pas, sans savoir quoi. J'ai poussé la porte doucement, et ce que j'ai vu m'a glacé sur place. La pièce était illuminée par la lumière verte du moniteur, et contre toute logique, un lit était là, parfaitement refait. Ce lit, je savais qu'il n'y était plus. Mais le plus troublant, c'était l'oreiller. Il portait une empreinte nette, comme si quelqu'un venait de s'y allonger. Et dans l'air flottait une odeur que je connaissais bien, celle de la lavande. C'était le parfum qu'on utilisait autrefois pour calmer certains patients. Mais cela faisait des années qu'il n'y avait plus de vaporisateur dans le service. J'ai avancé dans la pièce, mon cœur battait à tout rompre. J'ai inspecté chaque recoin, sous le lit, derrière les rideaux. Rien. Juste cette odeur persistante et le silence, qui semblait presque palpable. Je ne savais plus quoi penser. Puis, sans crier gare, le moniteur s'est éteint. Tout est redevenu silencieux. Aucun bruit mécanique, aucune trace que l'appareil avait fonctionné. Le lit, cependant, était toujours là, impeccable. Je suis resté figé quelques instants avant de reculer lentement et de refermer la porte. De retour à mon poste, j'ai tenté de rationaliser. Peut-être que j'étais fatigué. Peut-être que l'équipement avait été déplacé par erreur. Mais quelque chose me disait que ce n'était pas une simple coïncidence. Depuis, je refuse de passer par cette chambre, même si je dois faire tout un détour. Je n'ai jamais été un grand randonneur, mais ce jour-là, j'avais décidé de sortir de ma routine. Le travail me stressait, et l'idée de passer une journée dans la nature m'a paru apaisante. Une vieille carte en main, une bouteille d'eau et un sac à dos léger, je suis parti explorer un sentier en montagne dont j'avais entendu parler. Rien de trop compliqué, juste assez pour respirer un peu d'air frais et me reconnecter avec moi-même. Les premières heures étaient parfaites. La lumière du soleil jouait à travers les arbres, le vent faisait bruisser les feuilles, et le chant des oiseaux donnait une sorte de rythme à ma marche. Plus je montais, plus la vue devenait spectaculaire. Les vallées en contrebas semblaient infinies, et les sommets autour de moi se perdaient dans le bleu du ciel. J'étais seul, mais d'une solitude agréable, presque méditative. Vers la fin de l'après-midi, j'ai commencé à m'éloigner un peu du sentier balisé. Je voulais explorer un plateau rocheux qui semblait offrir une vue incroyable sur toute la vallée. Rien de risqué, pensais-je. Juste un petit détour. Mais c'est là que tout a changé. Au début, c'était subtil. Le vent, qui soufflait légèrement depuis des heures, s'est arrêté brusquement. Les arbres ne bougeaient plus. Même les oiseaux, qui chantaient sans cesse, semblaient avoir disparu. J'ai continué à marcher, pensant que c'était simplement une accalmie passagère. Mais plus j'avançais, plus cette sensation devenait étrange. Un silence complet s'installait autour de moi. Pas un craquement de branches, pas un bruit de mes propres pas. C'était comme si tout avait été mis sur pause. J'ai arrêté de marcher et j'ai essayé de crier, juste pour entendre ma propre voix. Et rien. Pas un son. Pas même l'écho que j'aurais dû entendre dans les montagnes. J'ai crié plus fort, mais c'était comme si ma voix s'effaçait avant de quitter ma gorge.
La panique a commencé à monter. Ce n'était pas normal. Ce n'était pas possible. Je me suis tourné dans toutes les directions, cherchant une explication, mais il n'y avait rien. Pas un animal, pas une trace humaine, rien d'autre que ce silence assourdissant. J'ai claqué des mains, frappé une pierre avec mon bâton de marche, mais tout semblait étouffé, comme si j'étais enfermé dans une bulle où aucun son ne pouvait exister. Puis, une autre pensée m'a frappé, il faisait tard. Le soleil déclinait rapidement, et je ne savais plus exactement où j'étais. Ce plateau que je pensais rejoindre n'était plus visible. Je n'arrivais pas à me concentrer. Le silence autour de moi était si pesant qu'il semblait envahir mon esprit. J'avais l'impression que mon propre souffle était silencieux, que mon cœur battait dans un vide total. Je marchais vite, presque en courant, sans savoir dans quelle direction aller. Chaque rocher, chaque arbre, semblait identique. Et ce silence était la chose la plus terrifiante que j'ai jamais connue. Je voulais pleurer, mais même mes sanglots semblaient être avalés par cette étrange zone. Puis, tout aussi soudainement que c'était venu, le bruit est revenu. Le vent s'élevait doucement, faisant frissonner les feuilles autour de moi. Un oiseau a crié quelque part dans les arbres, et le son de mes propres pas est revenu, fort et rassurant. Je me suis arrêté, abasourdi, presque incapable de croire que ce cauchemar était terminé. En regardant autour de moi, j'ai vu une pierre marquée d'une vieille peinture blanche. C'était un repère du sentier balisé. Par chance, j'étais revenu sur le bon chemin, même si je ne savais pas comment. Avec le bruit revenu, tout semblait normal, mais ce que j'avais vécu restait gravé dans ma mémoire. Une zone de silence complet, comme si le monde avait décidé de me couper de tout. Quand je suis enfin descendu de la montagne et que j'ai retrouvé ma voiture, je me suis assis pendant de longues minutes, tremblant encore. J'ai essayé d'en parler à des amis plus tard, mais personne ne m'a cru. Je travaillais comme serveur dans un petit restaurant à l'ambiance chaleureuse, le genre d'endroit où les habitués se retrouvent pour dîner tranquillement. Mon shift se terminait toujours tard, et ce soir-là, j'étais chargé de fermer seul. La soirée avait été calme, avec juste quelques clients réguliers, et tout semblait parfaitement ordinaire. Une fois les derniers partis, j'ai verrouillé la porte d'entrée, éteint une partie des lumières, et je me suis attaqué au nettoyage des tables. L'endroit était silencieux, mis à part le bruit de ma serpillière sur le sol. J'appréciais presque ce moment de solitude, où je pouvais travailler à mon rythme, sans stress. Une fois le nettoyage terminé, je me suis dirigé vers la cuisine pour ranger quelques ustensiles. C'est à ce moment que j'ai entendu un bruit derrière moi. Une sorte de grincement. Pas fort, mais assez pour attirer mon attention. Je suis retourné dans la salle principale. Tout semblait en ordre, mais une chaise près d'une des tables était légèrement déplacée. Rien de bien étrange, me suis-je dit. Peut-être que je l'avais mal replacée. Je l'ai remise en place et ai continué mon rangement. Quelques minutes plus tard, alors que j'étais dans l'arrière-salle pour vider les poubelles, un autre bruit est venu. Cette fois, c'était plus fort, comme si quelque chose avait été renversé. Mon cœur a fait un bond. J'ai pris une grande inspiration avant de revenir dans la salle. Une des tables, celle que j'avais nettoyée en dernier, était à nouveau dressée. Pas seulement une chaise déplacée. Toute la table. La nappe était en place, avec des couverts et des verres parfaitement alignés, comme si elle attendait des clients. Mon premier réflexe a été de penser que je devenais fou. J'ai décidé de tout ranger à nouveau. J'ai plié la nappe, replacé les couverts au bon endroit et me suis assuré que tout était en ordre. Cette fois, j'ai pris une photo rapide avec mon téléphone, juste pour me rassurer. Je retournais à l'arrière-salle lorsque le bruit est revenu. Un léger froissement, suivi du tintement des verres. J'ai figé. Lentement, je suis retourné dans la salle principale. La table était de nouveau dressée, exactement comme avant. Cette fois, cependant, il y avait une bougie allumée en son centre, et une fine volute de fumée s'en échappait comme si quelqu'un venait juste de l'allumer. Je n'ai pas bougé pendant un moment, incapable de comprendre ce que je voyais. Puis, un froid intense s'est installé dans la pièce, me glaçant jusqu'aux os.
La bougie s'est éteinte toute seule, et une chaise a légèrement bougé, comme si quelqu'un d'invisible s'y asseyait. Je ne pouvais plus rester là. J'ai attrapé mes affaires et je suis sorti en trombe, laissant tout tel quel. Le lendemain, en arrivant, tout était parfaitement normal. La table était vide, et personne n'avait remarqué quoi que ce soit. J'ai essayé de raconter cette histoire à mes collègues, mais leurs sourires amusés m'ont vite fait comprendre qu'ils ne me croyaient pas. Je travaillais comme surveillant dans un vieux lycée de province. Ce soir-là, on m'avait demandé de rester un peu plus tard pour superviser une réunion du personnel. Une fois tout le monde parti, il ne restait que moi dans le bâtiment. Les couloirs, habituellement pleins de vie et de rire d'élèves, étaient plongés dans un silence oppressant. J'avais quelques tâches à terminer avant de pouvoir rentrer chez moi, vérifier que toutes les portes étaient bien fermées et éteindre les lumières. En faisant ma ronde, je me suis aventuré dans l'aile des casiers. Cette partie du lycée était toujours un peu inquiétante la nuit. Les longues rangées de casiers métalliques, alignés comme des soldats immobiles, projetaient des ombres étranges sous la faible lumière des néons. Je marchais rapidement, pressé de terminer. C'est alors que j'ai entendu un bruit sourd, suivi d'un cliquetis métallique. Je me suis figé sur place, les oreilles tendues. Le bruit s'était répété, un peu plus fort cette fois. Cela venait clairement de la rangée de casiers juste à ma droite. En approchant, j'ai vu l'un d'eux légèrement entrouvert. Pourtant, quelques minutes plus tôt, en passant, je n'avais rien remarqué d'anormal. Je l'ai refermé d'un geste nerveux, puis j'ai continué mon chemin, en essayant d'ignorer la sensation étrange qui me montait dans la nuque. Quelques mètres plus loin, un autre bruit. Cette fois, c'était un claquement net. Je me suis retourné juste à temps pour voir un casier s'ouvrir tout seul. Lentement. Trop lentement. Comme si quelqu'un ou quelque chose le poussait de l'intérieur. Je me suis avancé, mon cœur battant à tout rompre. En arrivant devant, je n'ai vu qu'un carnet poussiéreux posé à l'intérieur. Un vieux carnet, usé, avec une couverture en cuir noir qui semblait avoir traversé des années. Je l'ai pris, hésitant. L'air autour de moi était devenu glacial. En l'ouvrant, j'ai découvert des pages remplies d'écriture, mais pas d'écriture normale. C'étaient des phrases écrites à la main, avec des mots répétés encore et encore, « Laisse-moi sortir ». À chaque page, la même phrase, parfois gribouillée, parfois soigneusement tracée, mais toujours les mêmes mots. Un souffle glacé a effleuré mon oreille, et j'ai cru entendre un murmure. Un mot, un nom, peut-être. Je ne savais plus. J'ai laissé tomber le carnet, mes mains tremblantes. Quand il a touché le sol, le claquement a résonné comme un coup de tonnerre dans le silence. Je n'ai pas pris le temps de comprendre ce qui se passait. J'ai couru. J'ai traversé le couloir, mais pas résonnant comme un écho dans un tunnel interminable. En sortant enfin du bâtiment, je n'ai pas osé regarder en arrière. Ce n'est qu'une fois dehors, sous la lumière rassurante des lampadaires, que j'ai repris mon souffle. Le lendemain matin, quand je suis revenu pour mon service, je me suis rendu directement à la rangée de casiers. Le casier était fermé. Et le carnet ? Disparu. Un soir, il y a environ 6 mois, j'étais chez moi, seul, dans ma chambre. Comme d'habitude, mon chien et mon chat étaient là avec moi. Ce sont des animaux extrêmement vigilants, au moindre bruit suspect ou mouvement autour de la maison, ils réagissent immédiatement. Notre maison est équipée de caméras de surveillance tout autour, avec un système d'alerte qui émet un bip sonore lorsqu'un mouvement est détecté. Si le mouvement se produit devant la porte d'entrée, un message vocal annonce « Porte devant ». L'accès à notre porte d'entrée est très limité. Elle se trouve dans une cour entourée de murs, accessible uniquement par un petit portillon en fer qui grince lorsque quelqu'un l'ouvre. Je peux voir ce portillon depuis 2 fenêtres, et s'il s'ouvre, non seulement je l'entends, mais mon chien réagit instantanément. L'autre accès à la maison passe par un grand portail donnant sur le jardin arrière, mais il est lourd, bruyant, et couvert de vignes épaisses. Grimper ces murs ou ouvrir ce portail discrètement est tout simplement impossible. Ce soir-là, j'étais tranquillement assis sur mon lit,
la télévision en pause. La maison était parfaitement calme. Puis, soudainement, la sonnette de la porte d'entrée a retenti. Juste une fois, un seul ding. Si vous connaissez le fonctionnement des sonnettes, vous savez qu'elles émettent un premier ding lorsqu'on appuie sur le bouton, et un second dong lorsque la pression est relâchée. Mais cette fois, il n'y a eu que le premier son. Pas de second dong. Je me suis figé. Le chien n'a pas réagi, ce qui était déjà étrange en soi. Le chat non plus. Pendant une fraction de seconde, j'ai pensé que j'avais peut-être imaginé le bruit. Mais au fond, je savais ce que j'avais entendu. Mon instinct m'a poussé à vérifier immédiatement. En moins de 20 secondes, j'étais à ma fenêtre, scrutant la porte d'entrée. Rien. Absolument rien. Juste la cour silencieuse. Je n'ai pas hésité longtemps. J'ai attrapé ma batte de baseball et je suis sorti. En ouvrant la porte, j'ai inspecté les alentours, la cour, le portillon, les murs. Rien d'anormal. Finalement, je me suis dirigé vers la sonnette. En m'approchant, j'ai remarqué que le bouton de la sonnette était enfoncé, comme coincé dans sa position. Il émettait un léger bourdonnement électrique. Cela m'a donné un frisson. Alors que je regardais fixement ce bouton, essayant de comprendre ce qui se passait, il a soudainement jailli de sa position bloquée, comme s'il avait été relâché par une force invisible. Le dong retentit enfin, brisant le silence et me faisant bondir en arrière. Mon cœur battait à tout rompre. Je n'avais jamais ressenti une peur pareille. Je suis rentré précipitamment dans ma chambre et, malgré mon entraînement physique et ma confiance habituelle, j'ai immédiatement appelé 2 amis. Je leur ai demandé de rester au téléphone avec moi pendant un bon moment, simplement pour entendre une voix humaine. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Le lendemain, quand les propriétaires de la maison étaient disponibles, je leur ai demandé de vérifier les caméras de surveillance. Je voulais comprendre ce qui s'était passé. Mais ce qu'ils m'ont montré m'a encore plus troublé. Les enregistrements des caméras ne montraient rien. Pas un mouvement. Pas même ma propre silhouette, alors que j'étais sorti vérifier la sonnette. Les minutes précédant mes appels téléphoniques étaient vides. Comme si je n'avais jamais quitté ma chambre. Comme si rien ne s'était passé. Je ne peux toujours pas expliquer cette expérience. C'est la seule fois de ma vie où j'ai ressenti une peur aussi viscérale, et où j'ai été si complètement déconcerté. En parler maintenant, après tout ce temps, me donne encore des frissons. Ce n'est pas une histoire que j'invente, ni que je raconte à la légère. Quelque chose s'est produit cette nuit-là, et je ne suis pas prêt de l'oublier. J'avais décidé d'aller pêcher, comme je le fais souvent quand j'ai besoin de me vider la tête. La rivière est à une quinzaine de minutes de chez moi, et c'est un endroit que je connais par cœur. Un coin isolé, entouré de bois, où je suis rarement dérangé. C'est justement ce que j'aime là-bas, le calme absolu. Je m'étais installé sur mon spot habituel, une petite avancée de rochers qui surplombe légèrement l'eau. Rien de trop risqué, mais il faut faire attention, surtout si le sol est humide. La journée était parfaite. J'avais sorti mon matériel, lancé ma ligne, et j'attendais patiemment en écoutant les bruits de la nature. Le courant était apaisant, et mis à part quelques oiseaux qui piaillaient, c'était le silence total. Au bout d'une heure, je n'avais pas attrapé grand-chose, mais ça ne m'inquiétait pas. Ce n'était jamais vraiment pour le poisson que je venais ici, mais pour l'ambiance. Alors que je regardais distraitement la surface de l'eau, j'ai entendu un bruit. Quelque chose de léger, presque imperceptible au début. Des pas, peut-être ? Non, ça devait être un animal, me suis-je dit. Ici, il n'y avait jamais personne. Je me suis retourné, mais je n'ai rien vu. Juste les arbres, immobiles sous la légère brise. Je me suis reconcentré sur ma ligne, mais les bruits ont continué, cette fois plus nets. C'était bien des pas. Des pas rapides, précipités. Comme si quelqu'un courait. Mon cœur a commencé à battre un peu plus vite. Qui pouvait bien courir ici, si loin de tout ? Je n'ai pas eu le temps de réfléchir davantage. D'un coup, un bruit fracassant a éclaté derrière moi, et une silhouette est sortie des arbres à toute vitesse.
Avant même que je ne puisse réagir, cette personne, un homme, je crois, mais tout est flou, s'est jeté sur moi et m'a frappé avec un coup de pied puissant. Le choc m'a fait perdre l'équilibre. J'ai basculé en arrière, tombant lourdement sur les rochers en contrebas. La chute m'a coupé le souffle, et je me suis retrouvé à moitié étourdi, allongé sur les pierres froides. Par miracle, ma tête n'a pas heurté les rochers. Je n'arrêtais pas de penser que j'aurais pu y rester si j'avais mal atterri. J'ai essayé de reprendre mes esprits, le corps endolori. Mes bras et mes jambes me faisaient mal, et j'ai vu que j'avais des égratignures un peu partout. Quelques gouttes de sang perlaient sur mon bras, et mes jambes tremblaient sous le choc. Quand j'ai levé les yeux, il n'y avait plus personne. Celui qui m'avait attaqué avait disparu dans les bois aussi vite qu'il était venu. Aucun mot, aucune explication. Juste une agression brutale, sans raison apparente. J'ai crié désespéré, mais ma voix s'est perdue dans les arbres. J'étais seul à nouveau, mais cette fois, ce silence qui me rassurait tant auparavant m'oppressait. J'ai passé quelques minutes à m'assurer que rien n'était cassé. Mes côtes me faisaient un peu mal, et mes bras étaient couverts de bleus et de griffures, mais je pouvais marcher. Une fois debout, je n'avais qu'une seule idée, rentrer chez moi. Mon matériel de pêche? Je l'ai laissé là. À ce moment-là, je n'avais pas envie de rester une seconde de plus près de cette rivière. Sur le chemin du retour, mon esprit tournait à plein régime. Pourquoi quelqu'un ferait ça? Je n'ai jamais eu d'ennemi. Je n'ai toujours pas de réponse. Mais ce qui me hante le plus, c'est cette idée, cette personne voulait clairement me faire tomber. Elle savait que je pouvais mourir si je heurtais ma tête sur les rochers. Et ça ne l'a pas arrêté. Depuis cet incident, je n'ai plus jamais mis les pieds à cette rivière. J'ai encore des bleus et des égratignures qui me rappellent cet après-midi. Ce n'était pas seulement une agression physique, mais une agression contre ma tranquillité. Je ne sais pas qui c'était, ni pourquoi il a fait ça. Mais ce que je sais, c'est que certaines personnes n'ont besoin d'aucune raison pour blesser les autres. Et c'est ça, le plus effrayant. Un soir, alors que j'étais seul à la maison, tout semblait normal. J'étais tranquillement installé dans le salon, manette en main, en train de jouer à ma Xbox. L'atmosphère était calme, seulement troublée par les sons de fond du jeu. C'était l'une de ces nuits où l'on se sent complètement à l'aise, entouré par le confort familier de chez soi. Mais cette tranquillité n'allait pas durer. Alors que je me concentrais sur ma partie, un mouvement subtil, perçu du coin de l'œil, attira mon attention. Mon regard se tourna vers l'autre côté de la pièce, où mon ordinateur portable était posé sur une table. Rien d'anormal à première vue, mais quelque chose me semblait étrange. Je posai ma manette et fixai l'écran. Puis, je vis ce qui m'avait interpellé, le système de reconnaissance faciale s'était activé. C'était incompréhensible. L'ordinateur n'avait pas bougé d'un centimètre depuis plus d'une heure. J'étais assis à l'autre bout de la pièce, bien en dehors du champ de sa caméra. Et pourtant, il agissait comme si quelqu'un essayait de s'y connecter, comme s'il cherchait à reconnaître un visage. L'écran scintillait faiblement dans la pénombre, projetant une lumière fantomatique sur les murs. Mon cœur commença à battre plus vite. Je tentais de me convaincre que c'était une sorte de bug, une défaillance technique, mais rien dans cette explication ne me rassurait. Je me levai lentement, mon regard toujours fixé sur l'ordinateur. L'idée qu'un intrus ou quelque chose d'invisible puisse être présent m'envahit, et mon imagination se mit à tourner à plein régime. Les secondes semblaient durer une éternité. Puis, sans prévenir, le système de reconnaissance faciale s'éteignit. Plus rien. Le silence. Juste le bruit du jeu vidéo en arrière-plan et ma propre respiration rapide. Malgré cela, je ne pouvais m'empêcher de sentir que quelque chose m'observait, comme si une présence invisible flottait dans la pièce. Je finis par éteindre la console, fermer l'ordinateur et allumer toutes les lumières de la maison. Bien sûr, je n'ai rien trouvé d'anormal. Pas de visage étrange dans la caméra, pas de signe qu'une autre personne ait été là. Mais cette nuit-là, j'ai eu du mal à fermer l'œil. En écrivant cette histoire, cela semble peut-être anodin, presque ridicule.
Mais à ce moment précis, seul dans la pénombre, avec l'étrange lueur de l'écran et l'inexplicable activation de la reconnaissance faciale, j'ai été envahi par une terreur pure. Quand j'ai décidé de faire de l'urbex dans les tunnels abandonnés de Las Vegas, je savais que c'était risqué. Les histoires de sans-abri qui y vivent et des dangers qu'on peut y trouver, je les avais entendues. Mais je ne m'étais jamais laissé impressionner. Après tout, j'avais déjà exploré des endroits bien plus flippants. Et pour ma chaîne YouTube, chaque vidéo était une nouvelle aventure. Celle-ci devait être spéciale. Alors j'ai pris mon sac à dos, ma lampe torche, et ma caméra, bien décidé à capturer des images uniques. Les tunnels étaient encore plus sombres et oppressants que je ne l'avais imaginé. Une obscurité si dense que même avec ma lampe, on aurait dit que le noir avalait la lumière. Le sol était sale, jonché de détritus, et l'air avait cette odeur lourde d'humidité mêlée à quelque chose de rance. Je parlais à la caméra pour garder une ambiance cool, même si, au fond, je sentais déjà une tension. Le genre de tension qui te colle à la peau quand tu sais que tu n'es pas à ta place. Au bout d'un moment, je me suis arrêté pour filmer une section particulièrement étroite. Les murs, couverts de graffitis, semblaient me regarder dans le faisceau de ma lampe. Alors que je faisais un plan fixe, j'ai entendu un bruit. Un léger frottement, comme quelque chose qui glisse sur le sol. Je me suis figé, tendant l'oreille. Peut-être une bestiole, ai-je murmuré à la caméra, essayant de garder mon calme. Mais le bruit se rapprochait. Lentement. Je balayais le faisceau de ma lampe autour de moi, mais je ne voyais rien. Mon cœur battait plus vite, et j'ai commencé à marcher, la caméra toujours allumée. C'est alors que, de l'obscurité totale devant moi, une silhouette est apparue. Un homme, sale, maigre, avec des vêtements en lambeaux. Ses yeux brillaient étrangement dans la lumière, et son visage était marqué par une expression que je ne saurais décrire, mélange de rage, de folie, ou peut-être les deux. Il n'a rien dit. Il a juste avancé, et avant que je ne réalise ce qui se passait, j'ai senti une douleur aiguë dans mon bras. Je l'ai vu reculer avec une seringue à la main. Une seringue usée, rouillée. « Tu veux mes tunnels, c'est ça ?» a-t-il crié, sa voix résonnant dans le tunnel comme un écho de cauchemar. Mon cerveau a mis une seconde à comprendre ce qui venait de se passer. Puis c'était la panique. Une panique totale. J'ai hurlé et je me suis mis à courir comme un fou. La douleur dans mon bras était brûlante, mais ce n'était rien comparé à la peur. La peur de ce que cette seringue pouvait contenir. Du sang contaminé? Des maladies? Du poison? Je ne savais pas. Je courais, mes larmes coulant sans que je ne puisse les contrôler, et ma respiration devenant de plus en plus saccadée. Le tunnel semblait interminable. Chaque pas était accompagné d'une pensée plus terrifiante que la précédente. Et si c'était de l'héroïne? Du VIH? De l'hépatite? Je criais presque, suppliant que tout ça ne soit qu'un cauchemar. Quand j'ai enfin vu la lumière de la sortie, j'ai accéléré, trébuchant sur mes propres pieds, le souffle court, mais déterminé à sortir de cet enfer. Une fois dehors, je n'ai pas réfléchi une seconde. J'ai tapé l'adresse de l'hôpital le plus proche sur mon téléphone et je me suis mis à courir à travers les rues, encore en pleurs. J'avais l'air d'un fou, le bras en sang, tremblant de la tête aux pieds. Quand je suis arrivé à l'accueil, je n'arrivais même pas à parler correctement. Une seringue, un gars dans les tunnels, il m'a attaqué, balbutiai-je entre deux sanglots. Les infirmières m'ont immédiatement pris en charge. Elles m'ont nettoyé la plaie, fait des tests, et m'ont expliqué les procédures. Le médecin m'a rassuré, il y avait peu de chances que j'ai été contaminé, mais ils allaient me donner des médicaments préventifs pour éviter tout risque. Les antiviraux, des antibiotiques, et une série de vaccins. Finalement, après des heures d'attente et d'angoisse, on m'a dit que tout allait probablement bien se passer. Mais cette peur, cette panique viscérale, ne m'a pas quitté de sitôt. Depuis ce jour, je n'ai jamais remis les pieds dans des tunnels ou tout autre endroit de ce genre. Il y a des limites, même pour un explorateur urbain. Et chaque fois que je regarde cette vidéo que j'ai enregistrée, avec mes hurlements et mes pas paniqués résonnant dans l'obscurité,
je me demande encore pourquoi j'ai pris ce risque. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.